Bonjour toutes et tous, nous allons parler de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une maladie émergente, en partie en raison du réchauffement climatique, de l'augmentation des zones boisées, de l'augmentation des populations de cervidés et finalement de l'impact humain sur l'environnement. C'est une maladie complexe et fort médiatisée. La maladie de Lyme est connue de longue date. En 1883 déjà, Buchwald avait décrit l'acrodermite chronique atrophiante. C'est en 1909 que Capzelius a décrit l'érythème chronique migrant et quelques années plus tard, on a décrit un syndrome radiculaire douloureux accompagné de méningite apparaissant après une morsure de tique chez des légionnaires français. C'est à Garin que l'on doit cette description. C'est finalement dans les années 70 que la maladie a été redécouverte au Connecticut dans le décours d'une épidémie d'arthrite survenue surtout chez des enfants dans la ville de Lyme. Le genre Borrelia avait déjà été créé en 1907 et c'est Willy Burgdorfer qui identifie l'agent responsable de la maladie de Lyme, raison pour laquelle la bactérie lui sera dédiée. Dans l'ordre des Spirochaetales, on trouve les Leptospiracées qui sont responsables de la leptospirose. L'autre grand groupe est constitué des Spirochaetacées, parmi lesquels il y a le genre Treponema responsable de la syphilis ou des tréponématoses non vénériennes telles le pian ou la pinta, et le genre Borrelia avec entre autres la maladie de Lyme, mais également les fièvres récurrentes. Borrelia burgdorferi est un spirochète flagellé. Il comporte des plasmides impliqués dans la virulence. L'expression de gènes peut varier en fonction de l'environnement. C'est une bactérie relativement parasite avec des capacités métaboliques limitées et qui ne sécrète pas de toxines. En comparaison avec les Escherichia coli, elle contient nettement moins de paires de bases et nettement moins de gènes. Plus de 14 espèces ont été décrites, c'est ainsi qu'aux États-Unis on rencontre essentiellement Borrelia burgdorferi et Borrelia mayoni qui a été décrite plus récemment. En Europe, on trouve, outre Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, garini, bavariensis, spilmani et bicetii. Donc il y a au moins 5 espèces qui sont pathogènes chez l'homme et pour d'autres Borrelia, le rôle pathogène reste discuté. Les différentes espèces de Borrelia peuvent présenter un tropisme cellulaire particulier expliquant des manifestations cliniques prédominantes. C'est ainsi que Borrelia burgdorferi est surtout associé à des atteintes articulaires. Borrelia guerini est plus responsable d'atteintes neurologiques et Borrelia afzelii, quant à lui, se rencontre plus souvent dans des atteintes cutanées. L'agent de transmission, la tique, est un acarien qui se nourrit de sang. Les tiques peuvent par ailleurs être responsables de la transmission de nombreuses autres maladies humaines, telles les rickettsioses, les borrélioses des fièvres récurrentes, la babésiose, des infections bactériennes telles que les anaplasma ou Ehrlichia, toute une série de virus, dont le virus de l'encéphalite attique et occasionnellement d'autres bactéries. La répartition géographique de la maladie de Lyme se fait de manière cosmopolite par foyer et est liée à la présence des tiques infectantes qui ont des zones de répartition assez particulières. Le réservoir de la maladie de Lyme est constitué par les petits rongeurs. Le vecteur tique suit un cycle évolutif, c'est ainsi que les larves se nourrissent essentiellement sur les petits rongeurs mais peuvent occasionnellement être responsables de transmission à l'homme. L'homme est plutôt infecté par les nymphes ou par les formes adultes. Les adultes des tiques se nourrissent sur les grands mammifères de la forêt. L'homme ainsi que d'autres mammifères constituent des hôtes accidentels de la maladie de Lyme. Comme vous le voyez, une tique n'est déjà pas très grosse, mais les larves sont tellement petites qu'elles peuvent difficilement être vues à l'œil nu. On constate que la morsure de tique manque dans plus de la moitié des cas de maladie de Lyme lorsqu'on interroge les patients.
Les points de morsure ne sont pas toujours visuellement accessibles. Le repas durera entre 3 et 5 jours selon qu'il s'agit d'une larve, d'une nymphe ou d'un adulte, et le risque de transmission est corrélé à la durée d'accrochage de la tique. On admet qu'il faut en général que la tique soit accrochée plus de 17 heures pour qu'elle puisse transmettre la maladie de Lyme. En Europe, la prévalence moyenne des tiques infectées est de 13%. Dans le Condro, les Fagnes et les Ardennes, jusqu'à 23% des tiques peuvent être infestées. Les tiques vivent dans des biotopes à humidité élevée, tels les forêts de feuilles, ce qui explique leur moindre présence dans le sud de la Méditerranée. La transmission se fait via une morsure et non une piqûre, et la tique va occasionner une plaie via ses chélicères situés au niveau de l'hypostome. La transmission se fait généralement si l'attachement dure à peu près 24 heures, mais il pourrait être plus rapide dans le cadre de Borrelia afzelii. L'incidence de la maladie de Lyme est estimée à 22 cas pour 100 000 habitants en Europe de l'Ouest, soit 232 000 cas par an. Aux États-Unis, on estime qu'il y a environ 300 000 cas chaque année pour une population de 328 millions d'habitants. En Belgique, l'Institut de santé publique signalait 2055 cas en 2013, alors qu'en 2012 et 2011, il en signalait 1134 et 1043 cas. En Hollande, il y aurait eu 22 000 cas rien que pour l'année de 2009. Voici l'incidence rapportée des résultats sérologiques par l'Institut de santé publique en 2017. Ces résultats sont rapportés par commune d'habitation, ce qui ne signifie pas que les personnes ont été infestées dans leur commune. Ces résultats proviennent d'un réseau de laboratoires Vigie. Le nombre mensuel de résultats sérologiques positifs pour Borrelia burgdorferi montre clairement une saisonnalité avec des diagnostics plus importants du printemps à l'automne, ce qui correspond finalement à l'activité des tiques et au risque de contamination. Une publication de 2019 a permis d'évaluer l'incidence de la maladie de Lyme en Belgique en se basant sur des surveillances et des méta-analyses, et c'est ainsi qu'on constate que la manifestation la plus fréquente est l'érythème chronique migrant avec environ 9000 cas par an. Les atteintes neurologiques, articulaires ou autres sont nettement moins fréquentes. À l'instar de la syphilis, la maladie de Lyme est classée en 3 stades, indépendamment de la séroconversion asymptomatique qui est fréquente. Le stade 1 est celui de l'infection locale qui survient de quelques jours à 30 jours après la morsure et est essentiellement constitué par l'érythème chronique migrant, éventuellement accompagné d'un syndrome grippal. Au stade 2, c'est-à-dire au stade de la dissémination sanguine, peuvent apparaître des érythèmes migrants multiples, un lymphocytome, des phénomènes articulaires, une méningite, une atteinte des nerfs crâniens, un tableau de méningo-radiculite, d'encéphalite, une atteinte cardiaque, une hépatite, voire une atteinte oculaire. Le stade 3 est constitué par l'infection tardive, il s'agit de l'encéphalomyélite chronique, de l'arthrite chronique et de l'acrodermite chronique atrophiante. L'érythème chronique migrant apparaît 3 à 30 jours après la morsure de tique. Il s'agit bien d'une lésion chronique qui disparaît spontanément en 3 à 4 semaines et cet érythème peut s'accompagner de signes généraux chez la moitié des patients. Typiquement, il s'agit d'une lésion de croissance lente, érythémateuse, avec un bord irrégulier dit en forme géographique. Le centre se décolore progressivement. Au stade de la dissémination sanguine peuvent apparaître des érythèmes chroniques migrants multiples qui sont généralement non prurigineux ni douloureux. Le lymphocytome est une lésion érythémateuse tuméfiée secondaire à la dissémination sanguine. Il est généralement situé au niveau du lobe de l'oreille, mais on peut le voir également au niveau de l'aréole du sein.
La manifestation chronique cutanée de la maladie de Lyme est l'acrodermite chronique atrophiante. Celle-ci se situe dans la même région que l'érythème chronique migrant et peut être tardive, parfois jusqu'à 10 ans après la manifestation aiguë. Il s'agit d'un érythème infiltré en nappe avec régression de cette infiltration, atrophie cutanée et les veines deviennent apparentes, le tout s'accompagnant d'une sclérose cutanée. Voici l'illustration d'une acrodermite chronique atrophiante vue au sartinement. Cette lésion évoluait depuis une année, avec au niveau de la jambe gauche un érythème en nappe et en y regardant de près des zones d'alopécie. Notons par ailleurs que l'érythème est devenu bilatéral avec atteinte au niveau du genou droit et de la cheville droite. Les arthrites à Borrelia surviennent 1 à 6 mois après l'inoculation. Elles sont plus fréquentes aux États-Unis. Il s'agit d'une oligoarthrite intermittente asymétrique atteignant le plus souvent le genou et parfois polyarticulaire. La symptomatologie dure de quelques semaines à quelques mois et évolue généralement par poussée. On note un passage à chronicité chez 10% des patients. Les formes neurologiques sont classées en neuroborréliose précoce avec des symptômes évoluant depuis moins de 6 mois, qu'il s'agisse de manifestations centrales ou périphériques. La neuroborréliose tardive, elle, évolue depuis plus de 6 mois et pourra également s'accompagner de manifestations nerveuses périphériques ou centrales. Contrairement à la syphilis, la maladie de Lyme est rarement fatale et cause rarement des dommages parenchymateux du système nerveux central. La neuroborréliose précoce représente 3 à 15% des manifestations cliniques de la maladie de Lyme chez des patients qui n'ont pas été traités. On parle ici de la forme européenne. Et la neuroborréliose tardive, elle, représente 5% des patients non traités d'une neuroborréliose précoce, ou bien elle représente également moins de 5% de toutes les manifestations neurologiques. La neuroborréliose précoce se développe généralement dans les 2 à 3 semaines après l'infection. Chez l'adulte, la manifestation la plus fréquente est le syndrome de Banwart, qui consiste en une triade avec méningite lymphocytaire, atteinte d'un nerf crânien et radiculonévrite. Voici une cohorte slovène de 77 patients. Tous avaient des douleurs radiculaires. 2 patients sur 3 avaient un érythème chronique migrant. Un patient sur 2 avait des céphalées. Et un patient sur 5 des signes de méningite. À l'analyse du liquide céphalorachidien, on a trouvé une pléiocytose chez 100% de ces patients, une protéinorachie chez 80% et une sécrétion intrathecale d'anticorps anti-Borrelia chez quasi 9 patients sur 10. Les autres manifestations de la neuroborréliose précoce peuvent être une méningite lymphocytaire isolée, une paralysie faciale unilatérale ou bilatérale, ou encore une atteinte d'un autre nerf crânien, éventuellement avec diplopie, ou une atteinte du trijumeau avec des douleurs faciales et engourdissements, ou une atteinte du nerf acoustique vestibulaire avec perte auditive, acouphènes et vertige. On peut avoir des névrites de différents plexus, ainsi qu'un tableau d'encéphalite aiguë ou d'encéphalomyélite, mais qui sont rares. L'évolution naturelle est généralement spontanément résolutive, mais des symptômes peuvent persister ou ne pas être complètement résolus. L'encéphalomyélite, qui est la manifestation de cette neuroborréliose tardive, s'accompagne de lésions focales à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Le liquide céphalorachidien est inflammatoire. Quelques études ont été publiées dans lesquelles les patients avaient bénéficié de PET scanners mettant en évidence des foyers d'hypermétabolisme cérébral. Les symptômes, signes et les modifications de l'imagerie peuvent s'améliorer avec le traitement antibiotique, mais des déficits résiduels peuvent subsister en cas de dommages structurels. Parfois, et surtout chez les enfants, on décrit des formes avec perte de vision transitoire et œdème papillaire liés à une hypertension intracrânienne. Une prise en charge correcte est indispensable afin d'éviter les problèmes de cécité. En Europe, 50% des patients présentant une acrodermite chronique atrophiante peuvent avoir une polyneuropathie chronique, mais qui n'est jamais isolée.
On peut avoir des tableaux d'infarctus cérébral survascularite chez des enfants ou des adultes qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire connu et qui ont vécu en zone endémique. Ces patients présentent généralement des épisodes récurrents de déficit neurologique avec des lésions ischémiques multiples et des signes radiologiques de vascularite. L'association n'est bien évidemment pas preuve de causalité. La neuroborréliose n'est pas responsable du parkinsonisme, elle n'est pas responsable de la démence, elle n'est pas responsable de la sclérose latérale amyotrophique, elle n'est pas responsable de maladies psychiatriques ou d'autres troubles connus. Les atteintes cardiaques liées à la maladie de Lyme ne sont pas très fréquentes, elles surviennent généralement quelques semaines après l'érythème chronique migrant et peuvent durer de 3 à 6 semaines. Il s'agit essentiellement d'un bloc auriculo-ventriculaire pouvant nécessiter un pacing transitoire et éventuellement un tableau de myopéricardite. Dans certains cas, cela peut évoluer vers une cardiomyopathie dilatée chronique. On considère qu'en général, 1% des personnes mordues par une tique pourront être contaminées par la Borrelia. Voici une étude allemande sur 313 patients ayant permis d'établir l'histoire naturelle de la maladie. C'est une étude prospective de 12 mois et on se rend compte que 89% des patients n'ont présenté qu'un érythème chronique migrant, 5% ont développé une arthrite, 3% des manifestations neurologiques, 1% a présenté un lymphocytome et 1% des patients ont développé une acrodermite chronique atrophiante ou une atteinte cardiaque. Certains patients vont présenter un syndrome post-maladie de Lyme. Il s'agit d'un syndrome flou, sans définition bien établie et pour lequel il y a pas mal de confusion avec un Lyme tardif. Il s'agit de plaintes subjectives et il n'y a pas d'évidence de persistance d'une infection après traitement antibiotique. Certains symptômes sont probablement liés aux séquelles de l'infection ou à des phénomènes immunologiques et la résolution de ces symptômes peut être lente en dépit d'une antibiothérapie. Pour certains patients, il n'est d'ailleurs pas formellement établi qu'il y a une maladie de Lyme et au vu de la prévalence de sérologie positive et des faux positifs, la sérologie positive n'aura aucune valeur prédictive en l'absence de manifestations cliniques objectives de la maladie de Lyme. Il semble par ailleurs que ce syndrome post-Lyme soit plus fréquent chez des patients présentant une fragilité psychologique préalable. Un état de fatigue post-infectieux n'est pas la panacée de la maladie de Lyme. On sait que la mononucléose infectieuse à EBV peut s'accompagner d'une asthénie persistante, parfois plus de 6 mois. Dans les vieux livres de médecine, on parlait de la patracrie bruxellienne, qui est un état d'apathie et d'asthénie importante, survenant pendant et après guérison de la brucellose. Pour expliquer la persistance de certains symptômes après guérison de la maladie de Lyme, de nombreuses études sont en cours. C'est ainsi qu'une équipe a montré la persistance d'un peptidoglycan spécifique de Borrelia burgdorferi chez des patients atteints d'arthrite. Ce peptidoglycan a été retrouvé dans le liquide articulaire après traitement antibiotique et des IgG spécifiques à ce peptidoglycan sont trouvés en grande concentration dans le liquide articulaire. Ce peptidoglycan a la capacité de stimuler les cellules mononucléées circulantes et il permet d'ailleurs d'induire des arthrites s'il est injecté directement à des souris. Chez la femme enceinte, une infection congénitale est possible. On a décrit des atteintes neurologiques avec cécité corticale, des phénomènes de prématurité ou de décès in utero. C'est ainsi qu'un traitement antibiotique est recommandé chez une femme enceinte présentant la maladie de Lyme et on privilégiera les bêta-lactamines compte tenu de la contre-indication à l'utilisation de la doxycycline. Le traitement sera préférentiellement administré par voie intraveineuse, sauf dans le cadre de l'érythème chronique migrant. Chez les enfants, l'érythème chronique migrant est moins fréquent. La paralysie faciale et la méningite lymphocytaire sont les signes neurologiques les plus fréquents et les atteintes cardiaques sont également plus fréquentes. Les tableaux articulaires sont parfois trompeurs avec des atteintes polyarticulaires faisant évoquer des maladies inflammatoires. Le diagnostic en routine se fait par la sérologie qui permet de déceler les IgG ou les IgM avec une bonne sensibilité,
mais un manque de spécificité qui est rattrapé par la réalisation d'un immunoblot ou d'un western blot. La biologie moléculaire est parfois utilisée avec réalisation de PCR sur certains prélèvements biologiques, mais elle ne s'effectue que dans des laboratoires spécialisés. La culture, elle, n'est pas à réaliser car elle est insuffisamment sensible et fastidieuse. Différents tests ne sont pas recommandés, tels que les analyses de prolifération des cellules, qui permettent de détecter la réponse des lymphocytes T contre Borrelia par stimulation avec des antigènes borréliens. Il ne s'agit pas d'une mesure de l'activité de l'infection, ces tests sont moins sensibles et moins spécifiques, ne sont pas validés et non standardisés. Il existe également un test qui est l'ELISpot, qui mesure la sécrétion d'interférons gamma après stimulation par des antigènes. Ce test n'est absolument pas validé dans le cadre de la maladie de Lyme. Au niveau des atteintes neurologiques, un marqueur intéressant est le CXCL13. Il s'agit d'une chémokine qui peut être mesurée et détectée dans le liquide céphalorachidien. Elle serait présente dans plus de 9 cas sur 10 de neuroborréliose aiguë. Il faut savoir cependant qu'elle n'est pas spécifique de la maladie de Lyme. Elle peut se voir dans des affections inflammatoires chroniques, dans des infections chroniques ou dans des maladies comme la sclérose en plaques. Ça pourrait être une aide diagnostique supplémentaire, mais elle n'est pas réalisée en routine. Il y a de nombreux faux positifs, soit par réaction croisée avec la syphilis, soit pour des maladies auto-immunes ou inflammatoires telles la polyarthrite ou le lupus, faisant que la sérologie peut être responsable d'un surdiagnostic. La sérologie sert uniquement à confirmer une suspicion clinique réaliste et elle est sans intérêt s'il n'y a pas de maladie clinique. La sérologie positive peut être le reflet d'une infection, mais n'est pas synonyme de maladie de Lyme. On peut avoir été infecté et être guéri. Le western blot ou immunodot sera utilisé comme test de confirmation. Il sert à détecter des anticorps dirigés contre des antigènes de surface du micro-organisme tels la VLSE, la flégéline P41, l'OSPA P31, l'OSPC P25 ou d'autres protéines. Ce test est hautement spécifique contrairement au test ELISA et il sert à confirmer un diagnostic sérologique qui est positif ou douteux. Il ne s'agit pas d'un marqueur d'infection active. Voici l'évolution naturelle des anticorps anti-Borrelia. 2 à 4 semaines après l'infection, les IgM vont pouvoir dépasser le seuil de détection et être décelables en sérologie. Les IgG, eux, mettront 6 à 8 semaines pour passer le seuil de détection. Les symptômes peuvent apparaître rapidement après l'infection, mais peuvent également persister des semaines, voire des mois ou des années après l'infestation. C'est la raison pour laquelle les IgG ne sont pas des marqueurs de cicatrice immunologique. Une maladie de Lyme peut être décelée au stade des IgG. Donc l'absence d'IgM ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une infection ancienne, ce qui est différent des autres évolutions sérologiques. En cas de traitement antibiotique précoce, les IgG peuvent ne pas être détectés car leur apparition a été décapitée. Il s'agit alors d'une sérologie où n'apparaîtront que les IgM. En l'absence d'apparition d'IgG, il n'y aura donc pas de réelle séroconversion. La séroconversion est la confirmation sérologique de l'infection avec d'abord apparition des IgM et puis persistance des IgM et apparition des IgG. Ces IgG peuvent persister des années après un traitement antibiotique. Ils ne seront donc pas des marqueurs d'efficacité thérapeutique. De même, les IgM peuvent parfois persister plus d'1 an après un épisode aigu et il ne faut pas non plus se baser dessus pour attester d'une guérison d'une maladie de Lyme. En cas de réinfection, les IgM ne réapparaîtront pas, mais on assistera à une augmentation du titre des IgG. Voici les indications des tests pour la maladie de Lyme. En cas d'érythème chronique migrant, la sérologie n'a pas d'indication, car à ce stade, la sensibilité est d'environ 50% parce que les anticorps n'auront pas encore
dépasser le seuil de détection chez plus de la moitié des patients. L'aspect clinique étant typique, autorise l'administration du traitement antibiotique sans avoir de confirmation sérologique. Ceci permet d'éviter un retard diagnostique et donc un retard thérapeutique. N'oublions pas qu'en cas d'administration précoce des antibiotiques, l'apparition des IgG peut être décapitée. On peut réaliser des PCR sur biopsie peau en cas de manifestation clinique atypique avec une sérologie négative ou en cas d'études à visée épidémiologique. Dans le cadre des atteintes neurologiques, on réalisera une sérologie sur le sérum et sur le LCR. Sur le LCR, on ne dose que les IgG. Ceci permettra de déterminer l'index de sécrétion intrathécale des anticorps. La PCR manque de sensibilité, elle sera positive chez 10 à 30% des cas au stade précoce, mais elle ne sera positive que chez moins de 10% des patients atteints d'une maladie de Lyme neurologique tardive. La PCR est bien évidemment hautement spécifique. Afin de déterminer la sécrétion intrathécale des IgG spécifiques, il faut doser en parallèle sur le sérum et le LCR les IgG Borrelia ainsi que les IgG total. Cette sécrétion intrathécale permettra d'exclure un transfert passif des IgG. C'est ainsi qu'un index positif est nettement en faveur d'une neuroborréliose. En cas d'atteinte articulaire, le diagnostic est clinique et sérologique. Les IgG sont habituellement positifs avec un taux élevé et une excellente sensibilité. C'est ainsi qu'en cas de séronégativité, il faudra envisager un autre diagnostic et la PCR peut également être réalisée sur le liquide articulaire avec une assez bonne sensibilité. Donc le diagnostic de la maladie de Lyme se fera par sérologie uniquement si le patient a séjourné en zone endémique et qu'il a des facteurs d'exposition endémique et qu'il présente des symptômes compatibles avec une maladie de Lyme précoce, disséminée ou tardive. Pour rappel, en cas d'érythème chronique migrant, la réalisation de la sérologie n'est pas nécessaire. On ne réalisera donc pas de sérologie de Borrelia chez des patients asymptomatiques. On ne le fera pas en vue d'un dépistage systématique des patients exposés à des tiques. On ne le fera pas en cas de morsure de tique sans manifestation clinique. On ne le fera pas en cas d'érythème chronique migrant et on ne le fera pas comme contrôle systématique des patients traités car les IgM et IgG peuvent persister pendant des mois voire des années après le traitement sans que ce ne soit le reflet d'un échec thérapeutique. Il en est de même des anticorps dans le LCR qui vont persister pour de longues périodes. Alors, on traitera les patients avec des manifestations avérées de la maladie de Lyme, quelle qu'elle soit, le but des traitements précoces étant de réduire l'incidence des infections tardives. On ne traitera pas un patient avec une sérologie positive sans clinique, car il y a des faux positifs et il y a bien évidemment des séroconversions asymptomatiques qui sont fréquentes. Les antibiotiques efficaces seront la doxycycline, l'amoxicilline, le céfuroxymaxétyle, certains macrolides. On pourra utiliser des céphalosporines de troisième génération, voire de la pénicilline G. Chez les enfants de moins de 8 ans, l'utilisation de tétracycline est contre-indiquée. Suite à la polémique que j'illustrerai dans la seconde partie du cours, des recommandations ont été établies par les médecins des différents centres universitaires sous l'égide de la Babcock, et c'est ainsi pour Liège ont participé le professeur Frédéric Fripia et Jean-Baptiste Gillot. En cas d'érythème chronique migrant, le premier choix consiste en l'administration de doxycycline 100 mg 2 fois par jour pendant 10 jours. En cas d'utilisation d'une pénicilline ou d'une céphalosporine, on traitera pendant 14 jours. Pour les atteintes neurologiques précoces, on peut utiliser la doxycycline pendant 14 jours, ce qui serait évidemment plus facile que l'administration de ceftriaxone par voie intraveineuse. Les formes neurologiques tardives, elles, seront traitées 4 semaines par de la ceftriaxone. Les atteintes articulaires seront traitées pendant 28 jours en cas de traitement oral et pendant 14 à 28 jours en cas de traitement intraveineux. Les atteintes cardiaques seront traitées 21 jours par voie orale ou 14 jours par voie intraveineuse. Dans le cadre de l'acrodermite atrophiante chronique, on administrera un traitement oral pendant 3 à 4 semaines, tandis que le traitement intraveineux sera administré pendant 2 semaines.
D'autres recommandations thérapeutiques ont été éditées, telles des recommandations françaises de 2019. En 2018 étaient apparues les recommandations anglaises NICE, où là on propose des doses majorées, c'est ainsi que la rocéphine est donnée à raison de 2 grammes 2 fois par jour. La justification des Anglais étant que c'est ce qu'on donne en cas de méningite à pneumocoque ou méningocoque, en dépit du fait que dans le cadre de la neuroborréliose, l'efficacité avait été prouvée avec 2 grammes une fois par jour. Les Anglais proposent de doubler les doses de doxycycline et ils proposent un traitement de 21 jours pour l'érythème chronique migrant, prétextant que les traitements sont généralement distribués par plaquettes de 7 jours et que lorsqu'un patient ressent une amélioration de ses symptômes, il est content de pouvoir être traité plus longtemps, sans commentaire. Les recommandations américaines de la Société américaine de maladies infectieuses viennent d'être publiées fin novembre et elles restent tout à fait en accord avec les précédentes et avec ce que l'on propose comme traitement antibiotique. 15% des patients traités pour une maladie de Lyme pourront présenter une réaction de Yarish-Alzheimer qui consiste en de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires et qui apparaîtra dans les 24 heures après l'initiation du traitement. Cette réaction est secondaire à la lyse des spirochètes et se résout dans les 24 à 48 heures. Ces symptômes peuvent être atténués par l'administration des anti-inflammatoires. C'est cette même réaction que l'on voit également parfois en cas de syphilis secondaire. La meilleure prévention consiste à éviter les zones infestées de tiques. On recommande de porter des vêtements protecteurs, éventuellement de couleur claire, bien que la couleur claire semble être attractive pour les ixodes. Elle offre un meilleur contraste lors de l'inspection. On utilisera des répulsifs à base de diéthyltoluamide, qui est le répulsif à la base des anti-moustiques, ou bien on peut imprégner des vêtements avec de la permétrine, qui est un insecticide. Il faudra bien inspecter les zones difficilement accessibles, telles les aisselles et le creux poplité ou l'abdomen. Les tiques seront retirées à l'aide d'une pince. On n'administrera pas de produits toxiques tels que de l'éther ou autres, soi-disant pour anesthésier la tique. En effet, tout ce que l'on risque, c'est qu'elle présente un réflexe de vomissement et ainsi augmenter le risque de transmission de la maladie de Lyme. Il faudra évidemment simplement désinfecter la zone de la morsure après le retrait de la tique. Différents modèles de pinces existent dont l'objectif est de retirer la tique sans arracher l'épistome qui resterait alors fixé sous la peau et serait responsable d'une surinfection locale mais également de la transmission des borrélias. Il existait aux États-Unis un vaccin commercialisé, mais qui a été retiré du marché compte tenu d'une demande insuffisante et de la nécessité d'administrer fréquemment des rappels. Le problème, c'est que ce vaccin ne peut pas être utilisé en Europe au vu de la présence de plus d'espèces de Borrelia responsables de la maladie de Lyme. Il y a maintenant un vaccin de chez Valneva qui est en phase 2 d'études cliniques et qui contient une OSPA des 6 sérotypes et donc ainsi une couverture pour les différentes bactéries responsables de la maladie de Lyme en Europe. La firme prévoit la publication des résultats en 2020, mais la crise du Covid a fortement freiné toutes ces publications et toutes les études. Pour la deuxième partie du cours, nous allons aborder le paralyme en débutant par une histoire clinique d'une jeune fille de 16 ans vue en consultation. C'est la nièce d'un infirmier qui me demande dans les couloirs de la voir parce que depuis 2 années, elle se plaint d'essoufflement au repos, à l'effort, de palpitations, de malaise. Elle a bénéficié d'un bilan cardiologique normal et de bouche à oreille, les parents ont entendu parler d'un médecin spécialisé en maladie de Lyme. Il se fait que cette patiente étant dans les mouvements de jeunesse, elle aurait pu avoir des morsures de tiques. D'emblée, le médecin qui la voit explique que le diagnostic n'est pas fait correctement en Belgique et il propose d'envoyer le sang dans un laboratoire à Strasbourg afin d'y réaliser des tests sérologiques. Il s'agit là d'un laboratoire privé tristement célèbre. Là, le laboratoire réalise un test ELISA qui est négatif en IgM et IgG. L'histoire aurait dû être classée sans suite.
Le laboratoire réalise alors un Western blot qui permet, en fonction des positivités, d'additionner des points. C'est ainsi que vous voyez en IgM, on a une positivité pour l'antigène P100, pour la P41, la P39 et pour l'OSPC. Il y a également des positivités pour différents antigènes d'IgG et le laboratoire conclut que cette sérologie est positive pour la maladie de Lyme. Suite à ce résultat sérologique positif, la patiente est mise sous régime drastique sans sucre, sans féculents. Elle est traitée par flagyl, tétralysal, diflucan, vitamines et protection gastrique pendant 5 semaines, au terme desquelles elle fait de plus en plus de malaise et elle a par ailleurs perdu 8 kilos. La patiente est alors vue en consultation, elle bénéficie de bilan biologique. Notons d'une part qu'elle a fait récemment une mononucléose infectieuse à EBV avec des IgG positifs et des IgM également faiblement positifs. Par contre, la sérologie Borrelia est négative en ELISA. À ma demande, le sérum est envoyé à la KUL, au laboratoire de référence belge pour les borrélioses, où il réalise exactement le même test que celui de Strasbourg, mais sans surprise, le test réalisé ici en Belgique est strictement négatif au Western blot. Malheureusement, ce cas n'est pas isolé. Nous avons vu en consultation de médecine interne ou de maladies infectieuses de nombreux autres patients avec le même parcours médical, suivis par d'autres médecins avec des traitements antibiotiques par amoxicilline 10 jours par mois pendant 3 mois, ou bien des associations d'oxycycline flagyl, puis d'oxycycline plaquenil, puis de la rocéfine. D'autres ont reçu du Kétec, un kétolide, ou de l'augmentin, de la malarone. Tous sont passés par des laboratoires plus ou moins connus, dont le laboratoire strasbourgeois, qui par ailleurs a dû être fermé sur décision de justice suite à des plaintes d'infectiologues français. Certains de ces patients ont bénéficié de la bénédiction du professeur Montagnier, qui était en contact avec certains de ces médecins dits spécialistes. M. Montagnier est connu pour son prix Nobel de médecine suite à la découverte du virus du sida. Il existe de nombreuses associations s'intéressant à la maladie de Lyme, et aux États-Unis, l'International Lyme and Associated Disease Society est assez connue. Elle est constituée de juristes, d'infectiologues, d'autres médecins, et préconise une toute autre vision de la maladie de Lyme. Insistons sur le fait qu'il s'agit là d'une minorité de médecins, mais qui profitent de l'outil Internet pour diffuser à grande échelle leur façon de voir les choses. Aussi, il postule que comme les tests sérologiques ne seraient soi-disant pas fiables, le diagnostic devrait être posé sur base clinique. C'est ainsi que si vous êtes fatigué, si vous transpirez la nuit, si vous avez un mal de gorge, le nez bouché, des douleurs musculaires, des douleurs à la mâchoire, un peu de vertige ou de maux de tête, vous devez présenter une maladie de Lyme. Ces gens-là pensent également que la maladie de Lyme peut être transmise par contamination sexuelle. C'est vrai que dans certains cas, merci Fred pour cette diapositive, si une tique est insérée au niveau du sexe de l'homme, on peut imaginer qu'à l'occasion d'un rapport sexuel, la tique se détache et aille contaminer une autre personne. Ces sociétés ont édité des recommandations thérapeutiques et diagnostiques pour la maladie de Lyme qui vont à l'encontre de tout bon sens. Ces traitements prolongés sont justifiés par la mise en évidence in vitro de formes de bactéries à parois déficientes, mais les microbiologistes savent très bien que lorsqu'on cultive des bactéries dans des milieux qui ne sont pas le milieu naturel, on peut avoir des formes inhabituelles de bactéries qui se retrouvent dans ces milieux de culture. Il suffit de rechercher sur PubMed les round bodies ou bien les Borrelia à parois déficientes pour se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose comme publication, alors qu'en 2018, il y avait 12 330 publications sur la maladie de Lyme, en 2019, 1000 de plus. En 2020, il n'y en avait que 700 de plus, mais ceci est lié à la crise du Covid.
Une revue systématique a permis de démontrer que ces variants morphologiques décrits in vitro n'expliquent en rien des symptômes persistants chez ces patients. Les traitements antibiotiques prolongés ne sont pas dénués d'effets secondaires, comme cette publication signalant le décès par une colite à Clostridium d'une patiente traitée au long cours par antibiothérapie dans le cadre d'une maladie de Lyme suspectée mais non confirmée. Donc ces antibiothérapies ont un impact majeur sur la flore bactérienne, sur l'apparition de résistance, indépendamment du coût que cela peut représenter. Il existe en Belgique des associations de patients excessivement actifs qui organisent des conférences, qui font passer des témoignages, qui invitent des médecins très controversés dans le cadre du Paralyme. De nombreux livres ont été écrits par des soi-disant spécialistes de la maladie de Lyme, tel le docteur Richard Horowitz. Ce médecin new-yorkais a été formé en Belgique et il est souvent invité à des conférences de pays francophones. Ce livre est un véritable navet dans lequel les mêmes concepts reviennent toutes les 5 ou 6 pages. C'est du véritable bourrage de crâne. Voici un autre livre écrit par un soi-disant spécialiste français. Ce médecin aurait soigné des milliers de patients. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'ait jamais fait aucune publication pour en faire bénéficier ses autres collègues. Voici le contenu bateau de son livre où on parle d'un scandale sanitaire, de l'erreur médicale à l'errance médicale, des médecins qui fuient le débat, d'un syndrome bactérien d'immunodéficience et d'inflammation chronique, de modes de contamination, entre autres sexuels. Il s'agit d'un lanceur d'alerte, bien évidemment. Cette problématique de pseudo-Lyme et de Paralyme est un phénomène universel et c'est ainsi qu'en Australie, de nombreux patients souffrant de maux tels la fibromyalgie, la fatigue chronique ou d'autres pathologies neurologiques bénéficient de sérologies coûteuses envoyées dans des laboratoires américains ou européens. Il faut savoir que la maladie de Lyme n'existe pas sur le continent australien. Certains Australiens peuvent être atteints de la maladie de Lyme parce qu'ils ont été contaminés à l'occasion de voyages en Europe ou aux États-Unis. Et c'est ainsi le Dr Baman propose d'étudier les différents syndromes dont souffrent ces patients australiens et il demande simplement qu'on lui donne des gros budgets pour essayer de faire avancer la science et peut-être avoir le prix Nobel. Voici une publication très intéressante montrant que dans le désespoir de ces plaintes du Paralyme, de nombreux traitements ont été testés tels l'ozone, le peroxyde d'hydrogène, l'oxygène hyperbare, les rayons ultraviolets, l'utilisation d'aimants, de sauna, des agents chélateurs tels le DMSA, le DTA, des traitements par des vitamines, par toute une série de plantes dont la salse pareille qui est si chère à Gargamel, l'utilisation de l'ingestion d'urine, des saignées, le venin d'abeille, toute une série de traitements divers et variés et pour finir la transplantation de cellules souches. Finalement, ce sont peut-être les astres qui vont permettre de comprendre et de soigner correctement cette fameuse pseudo-maladie de Lyme. Les tiques ne sont pas les seules victimes de l'accessibilité du savoir. C'est ainsi que de nombreuses publications existent, de nombreux livres ou encore de nombreux sites internet ou des blogs expliquant toute une série de complots tels ceux du Covid-19, le danger des vaccins ou encore l'absence de risques liés au cholestérol. Donc la maladie de Lyme est bien une maladie infectieuse qui est potentiellement multisystémique et traitable. Parfois, il ne faut pas hésiter à contrôler la sérologie lorsqu'on a la conviction de ce diagnostic, mais que le contrôle sanguin a été trop précoce par rapport à l'apparition des symptômes. Il faut sortir de l'obscurantisme et ne pas se laisser submerger par Internet et les gourous. Malheureusement, la crise de la Covid-19 a impacté le reste de la médecine, dont la maladie de Lyme, dont la recherche qui va autour et toute une série de publications. Et je voulais également remercier Pascal et Jean-Baptiste pour leurs diapositives que j'ai réutilisées.